Conclusion. Et bienvenue à vous toutes et vous tous. Merci d'être toujours là pour la conclusion de ce colloque du mouvement éthique en partenariat avec Web Radio Édition. Entreprise immigration, solutions ou problèmes, c'est le thème de ce colloque qui touche donc à sa fin après 2 tables rondes sur les actions de l'État et les salariés dans nos entreprises. En conclusion, nous proposons un état des lieux, justement, état des lieux chiffré sur l'immigration en France. Et pour ce faire, m'a rejoint en plateau Nicolas Pouvremonty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Voilà, j'ai un petit problème d'articulation sur ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas le seul, ça arrive souvent. Partenaire d'éthique, voilà, également toujours en plateau avec nous, Loïc Le Floch-Prigent. Rebonjour. Président de PMI, OMP, Société Nouvelle, entreprise française, experte en fonderie, conseil en énergie, ancien président d'ELF et de la SNCF. Et vous êtes également vice-président du comité éthique. Et donc, c'était intéressant de vous avoir encore ici pour simplement aussi savoir ce que vous avez pensé tout simplement des échanges qui ont été variés. C'est passionnant, mais j'attends le meilleur. La conclusion. C'est ce qu'on appelle mettre la pression. Voilà. Alors, Nicolas, donc, Pouvremonty, directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Voilà, je tenais absolument à bien articuler. Juste avant de parler des chiffres et de s'intéresser peut-être à la première slide, en gros, c'est quoi l'objet de cet observatoire, très concrètement ? Écoutez, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un laboratoire d'idées, assez classiquement, un think tank, qui a été créé il y a 4 ans maintenant, en partant de 3 constats simples et toujours d'actualité. Le premier, c'était et ça reste le grand degré de défiance de l'opinion envers les politiques d'immigration dans leur nature contemporaine. On a des enquêtes d'opinion quasiment tous les mois à ce sujet, donc je ne vais pas accabler de chiffres quant au résultat des sondages. Le deuxième constat, c'est la grande défiance envers les faits, les données, les statistiques disponibles en matière d'immigration, grande défiance des Français et de l'opinion quant à leur caractère véridique, quant à leur caractère partial ou partiel. Et le troisième constat, peut-être le plus important, c'est la difficulté d'avoir un débat factuel, posé, rationnel sur ce sujet, en réussissant au moins à s'entendre sur ce qu'est la réalité, dont on peut ensuite discuter de l'approche politique. Et l'Observatoire a vraiment 3 piliers pour répondre à ça. D'une part, l'indépendance, ce qui vaut surtout dans le caractère apartisan. Sur ce sujet, c'est encore plus important que sur d'autres. La rigueur technique, on aura l'occasion de parler beaucoup de chiffres, j'imagine, dans quelques instants. Et le réalisme, c'est-à-dire aussi une capacité à dire ce qui ne va pas ou ce qui pourrait aller mieux ou les difficultés qui se posent en matière d'immigration aujourd'hui en France, ce qui me semble être un apport utile au débat public. Évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est justement donc, aujourd'hui en matière d'immigration ? C'est quoi l'évolution récente des différents flux migratoires ? Écoutez, toute discussion sur la question de l'immigration me semble devoir partir d'un constat incontestable qui est que, pour dire la chose très simplement, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, qu'on parle en flux ou en stock, en nombre absolu ou en pourcentage. Si on prend les principaux canaux d'immigration, l'immigration légale classique, les titres de séjour par exemple, le nombre annuel de premiers titres de séjour accordés en France par la France a quasiment triplé depuis la fin des années 90, donc record l'an dernier en 2024 avec 336 000 premiers titres de séjour, sachant que ces titres de séjour par définition concernent des ressortissants extérieurs à l'espace européen, concernent aussi des majeurs, parce que les mineurs n'ont pas besoin de titres de séjour. Le stock de titres de séjour en cours de validité, aujourd'hui, il est d'environ 4 100 000 titres. C'est 35% de plus qu'en 2007, c'est 60% de plus qu'en 2012. Donc on voit que cette augmentation des flux, elle se consolide aussi dans des stocks d'immigration qui sont plus élevés qu'ils ne l'ont été au cours des dernières décennies et même dans l'histoire de France. Là, c'est le canal classique de l'immigration légale. À côté de ça, il y a toute l'émergence de la question de l'asile, du droit d'asile, qui est clairement le canal d'immigration ayant connu la plus forte dynamique depuis les années 2000. Le nombre annuel de demandes d'asile, de premières demandes d'asile reçues dans notre pays a lui triplé depuis la fin des années 2000, donc une augmentation encore plus forte et encore plus rapide que sur les titres de séjour. On a aujourd'hui en France 600 000 personnes qui bénéficient du droit d'asile, c'est-à-dire qui vivent sous ce régime-là, donc c'est 10% de la population étrangère, et c'est un stock qui a plus que doublé depuis 10 ans. Et puis enfin, peut-être quelques mots plus rapides, parce que par nature, on parle d'un sujet plus occulte sur l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, elle est difficile à approcher parce qu'elle est clandestine. Le ministère de l'Intérieur estime qu'il y a quelque chose comme 600 000 à 900 000 étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Et pour approcher la dynamique, l'indicateur le plus classique, c'est celui du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, donc qui est réservé aux étrangers en situation irrégulière sous conditions de ressources. Le nombre de bénéficiaires de cette aide médicale d'État a lui aussi triplé
en 20 ans. Donc tout ça atteste d'une situation migratoire qui, en termes de volume, de nombre, on pourra ensuite parler évidemment de la nature des flux reçus, est tout à fait inédite dans l'histoire de notre pays. Et vous avez aussi des statistiques concernant l'immigration de travail, parce que c'est le sujet aussi qui nous intéresse aujourd'hui. Non, bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire d'abord sur l'immigration de travail, c'est que dans le contexte français, elle est très minoritaire. J'évoquais les 336 000 premiers titres de séjour accordés l'an dernier. Parmi ces titres, on en avait seulement 1 sur 6 qui était pour motif économique. C'est beaucoup moins, par exemple, que les premiers titres pour motif familial. Cette immigration de travail aujourd'hui en France, elle a la difficulté de n'être jamais une immigration de travail pure. C'est-à-dire que du fait de l'état de notre droit, il n'y a pas aujourd'hui, il ne peut pas y avoir dans le cadre actuel, si on ne souhaite pas le réformer, d'immigration de travail sans qu'il y ait par ailleurs d'immigration familiale. C'est tout le principe du regroupement familial qui est un droit garanti par les traités européens et par notre jurisprudence interne. La vraie difficulté aussi, l'un des points d'attention de cette immigration de travail en France, c'est qu'elle porte en partie sur des profils à niveau de qualification faible ou moyen, qui ne sont pas forcément ceux dont une économie à haute valeur ajoutée a besoin pour maintenir et augmenter sa productivité dans l'économie mondialisée. Une seule donnée là-dessus, on a en France 42% des étrangers extra-européens en âge de travailler qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP. C'est 26 points de plus que les citoyens français. Et ça implique à la fois une insertion plus difficile sur le marché du travail, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et ça implique que lorsqu'insertion sur le marché du travail il y a, elle se fait souvent, pas exclusivement bien sûr, mais souvent sur des emplois peu qualifiés, donc peu rémunérés, et donc qui contribuent aussi peu aux finances publiques. On parle de profils d'immigration qui sont amenés à être en moyenne moins contributeurs et plus consommateurs d'un certain nombre de dispositifs de solidarité collective. Une réaction par rapport à ces premiers chiffres énoncés ? Oui, effectivement, sur les entreprises en général et l'industrie en particulier, on est marginaux dans tout ce débat. Mais marginaux ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées. Nous avons des qualifications qui deviennent intéressantes dans certains pays et que nous avons difficilement parce que il y a eu des mouvements erratiques sur les qualifications, les alternances, il y a eu, on a fait des progrès considérables, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, il faut bien qu'on essaie de les trouver ailleurs. Et ce sont souvent des gens qui ont émigré depuis un certain temps et qui ont pris des cours et qui ont augmenté leur qualification, heureusement. Enfin, disons qu'on a quand même beaucoup dans nos usines de mécanique et de métallurgie, on a beaucoup d'étrangers qui ont vocation à devenir français et qui ont vocation à rester en France. Voilà, Nicolas Pouvremonty, avant peut-être de parler des différences qu'il peut y avoir avec d'autres pays d'Europe, d'autres statistiques que vous vouliez peut-être mettre en avant ? Non, mais écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel pour ce qui est du contexte économique. Ça me semble vraiment important de mettre la lumière sur le fait que quand on parle d'immigration de travail aujourd'hui en France, ça a été confirmé par M. Le Floch-Prigent, on parle d'un phénomène très minoritaire dans l'ensemble de l'immigration. C'est-à-dire que les grands débats sur l'immigration aujourd'hui, sur notre capacité d'intégration, sur les enjeux même de nombre, de volume qui se posent, en fait, elles concernent assez peu l'immigration de travail. Alors justement, comment est-ce que la France se positionne maintenant par rapport aux autres pays européens en matière d'immigration ? Est-ce qu'on accueille plus ou moins d'immigrés que nos voisins ? Alors, de ce point de vue-là, il y a une dynamique d'augmentation de l'immigration qui est attestée dans l'ensemble de l'Union européenne. La France ne fait pas exception à cette aune-là. En 2023, l'Union européenne a accordé à travers ses États membres 3,7 millions de premiers titres de séjour. C'est 140% de plus qu'elle ne le faisait 10 ans avant. Sur une décennie, la même Union européenne a accueilli 8 millions de demandeurs d'asile sur son sol.
Donc en termes démographiques, c'est un peu comme si elle avait accueilli un nouvel État membre. Ça serait le 15e par la taille de sa population. Sachant que quand on parle d'asile, on parle de flux qui sont décorrélés de toute logique économique. C'est un droit opposable à l'immigration à motif humanitaire. Là où se trouve la singularité française, c'est bien plus dans la nature de l'immigration reçue en France. Et puisqu'on parle évidemment des entreprises et de l'immigration aujourd'hui, il y a notamment un enjeu particulier qui est celui de la faible intégration de l'immigration sur le marché du travail français. Et de ce point de vue-là, les données européennes qui peuvent exister sur les différences entre le taux d'emploi des étrangers extra-européens en France et chez nos voisins sont quand même assez frappantes. Notamment avec l'Allemagne et le Danemark. C'est ça, notamment avec l'Allemagne et le Danemark, absolument. Je vois qu'elles apparaissent aujourd'hui ici à l'écran. On a, ce sont les dernières données de l'OCDE pour 2020, à peine la moitié, 52% des étrangers extra-européens en âge de travailler qui occupent un emploi en France. C'est 13 à 14 points de moins que les Français. Et on le voit, c'est l'un des taux d'emploi les plus faibles parmi les étrangers extra-européens dans tous les pays de l'UE. Et on sait ce qui explique cette différence ? Alors, il y a différentes raisons à ça. L'une d'entre elles, c'est la question du niveau de qualification que j'évoquais précédemment. La France a une part d'immigrés pas ou peu qualifiés qui est assez élevée par rapport à celle de nos voisins. Un autre sujet, c'est aussi la question de la plus grande distance culturelle et sociale qui sépare les sociétés de départ de notre immigration de la société d'accueil. Pour dire les choses de manière nette, et je crois qu'il y a aussi une carte à ce sujet, la France accueille l'immigration la plus largement originaire du continent africain. Parmi tous les pays d'Europe, 61% des immigrés en âge actif sont originaires du continent africain. C'est 3 fois la moyenne de l'UE, ce qui évidemment ne présage pas d'une impossibilité du tout d'insertion sur le marché du travail, mais ça implique qu'il peut y avoir une plus grande distance, y compris en termes de qualification, parce que les qualifications académiques du système universitaire qui peut exister dans des pays d'Afrique subsaharienne n'est pas forcément équivalent à celui du système universitaire de pays européens extérieurs à l'UE, qui forment une large part de l'immigration extra-communautaire dans d'autres pays de l'UE. Donc c'est vrai qu'il y a cet enjeu d'intégration sur le marché du travail, et un deuxième enjeu associé sur lequel je crois qu'il y a aussi une carte, c'est celui fatalement du niveau de pauvreté des étrangers extra-européens en France. C'est-à-dire qu'on a quasiment la moitié, 48%, des étrangers extra-européens dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 4 fois plus que les citoyens français. Et c'est en fait le taux le plus élevé d'Europe à égalité avec les étrangers extra-européens en Espagne. Évidemment, ça a tout un tas d'implications. Ça a des implications fiscales, parce que on parle des entreprises. Les entreprises et les entrepreneurs sont évidemment des contribuables. Ça dessine des profils de population qui sont amenés à être en moyenne plus sollicitantes d'un certain nombre de dispositifs de solidarité. On sait par exemple que 35% des immigrés en France vivent en logement social, ce qui est 3 fois plus que les personnes sans ascendance migratoire. Ça a des impacts sur le système de santé, parce qu'il y a une corrélation, hélas, entre la pauvreté et un certain nombre de difficultés de santé, d'où la surconsommation, par exemple, du système hospitalier par certains pans de l'immigration. Et tout ça implique une situation économique et fiscale dont on ne peut pas se satisfaire, forcément. Et ça pose d'autant plus question que, quand on parle d'immigration, on a parfois tendance à dire qu'on est corseté. Par exemple, corseté par le droit européen. Et c'est vrai que le droit européen fournit un certain nombre de contraintes lourdes en la matière, mais il n'en demeure pas moins que nos voisins, qui ont les mêmes contraintes que nous sur ce sujet, arrivent globalement à avoir une immigration qui semble mieux correspondre aux besoins de leur économie et être en mesure de contribuer plus activement à la fois à la vie des entreprises et à la bonne santé budgétaire et économique globale des sociétés d'accueil. Il est clair que c'est comme ça qu'on voit les choses, nous. C'est-à-dire qu'on voit un ensemble de gens qui, sans vouloir être désagréables, n'ont rien à faire chez nous. C'est-à-dire qu'on voit mal comment les utiliser. Voilà. Et tandis que les gens qu'on peut utiliser, on les utilise bien, me semble-t-il, et on les intègre bien. Enfin, j'ai pas trop de soucis dans l'industrie sur l'intégration du personnel dans la société française. Alors, peut-être un peu plus dans le bâtiment en travaux publics, ça je connais mal, mais je regarde. Voilà, donc il y a souvent des chantiers sur lesquels il y a personne qui parle français. Donc c'est des choses qui arrivent. Dans les sociétés industrielles, ça n'existe pas. Non, tout à fait. Et de ce point de vue-là, les entreprises sont à la fois, j'allais dire, aux deux extrémités de l'entonnoir de l'intégration, finalement. Il y a la question du profil d'immigration reçue qui ne correspond pas forcément aux besoins des entreprises. Donc il y a des entreprises comme réceptives finalement de cette politique-là. Et dans le même temps, les entreprises jouent aussi un rôle
dans le processus d'intégration, quand intégration il y a sur le marché du travail, l'entreprise, c'est aussi un vecteur d'intégration plus large, d'intégration culturelle, d'intégration aux normes de la société d'accueil qui vont bien au-delà de la simple vie du salarié. Et là, les PMI ont un rôle important parce qu'elles sont sur tout l'ensemble du territoire et le problème du logement se pose différemment que lorsqu'on est trop près de la métropole où on s'aperçoit qu'on est en logement social ou on est à la rue. Ou alors on fait des kilomètres pour venir travailler, ce qui apparaît aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre conception de ce que peut être une immigration réussie. Et or, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas si on travaille correctement à la fois sur le flux et sur le stock. Il n'y a pas un être suprême qui a décidé que ça ne marchait pas. Il suffit de travailler. Et nous, on a le sentiment dans l'industrie qu'on fait notre boulot et que ça marche plutôt bien. Et donc, quand on entend ce qui se dit, on dit écoutez, occupez-vous de vos affaires. Mais nous, effectivement, l'immigré jeune sans qualification qui arrive avec son ballot et qui a envie de toutes les aides, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Ou alors vous faites des grands lycées de remise à niveau. Vous voyez, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que nous, on veut des immigrés, ce qui n'est pas le cas du tout. Nous, on veut des gens qui soient compétents et motivés. Alors qu'ils soient français ou pas français, on s'en fiche. De toute façon, si jamais on les intègre dans des entreprises, ils deviennent français, plus français que nous. C'est-à-dire qu'ils se défendent même contre les autres. Donc ça ne pose pas de problème. Donc c'est là que se situe la clé, c'est-à-dire qu'on parle de choses différentes et que nous, on a l'impression de faire le job. Voilà. Je résume. Absolument. Peut-être un tout dernier point pour rebondir. Oui, bien sûr. Je pense que le profil que vous décrivez de l'immigré jeune, pas ou peu qualifié, il pose aussi la question des grands choix structurels de notre économie. C'est-à-dire que le recours systématique, ou en tout cas dans certains secteurs, à cette main-d'œuvre-là, pose la question d'une stratégie d'évitement par rapport à ce que peut être l'innovation, par exemple. On voit que dans des économies qui ont reçu beaucoup d'immigration peu qualifiée pour remplir ces postes peu qualifiés ces dernières années, je pense notamment au Royaume-Uni qui a reçu une immigration qualifiée, mais pas seulement, on assiste à une stagnation de la productivité. Et ça tient aussi au fait qu'il y a un certain nombre de secteurs qui restent très intensifs en main-d'œuvre, ce qui les dispense, ou ce qui, dans l'esprit d'un certain nombre de décideurs, invite à ne pas faire le choix de l'innovation, à ne pas faire le choix de la robotisation, à ne pas faire le choix d'un certain nombre de gains de productivité. Pour dire les choses trivialement, est-ce que l'avenir d'une économie compétitive dans la mondialisation, c'est de compter massivement sur des livreurs Uber Eats à vélo et des plongeurs dans les cuisines ? Il est clair que si jamais les gens qui arrivent dans une entreprise aujourd'hui, quelle qu'elle soit, sur l'ensemble de la France, une entreprise industrielle, ne veulent pas rentrer dans les algorithmes qui permettent la gestion de l'entreprise, ils sont rapidement éjectés. C'est-à-dire ils ne savent pas comment il faut remplir, ils ne savent pas comment... Voilà. Donc on a un minimum de compétences à avoir et à concilier. Et là, nous sommes ouverts à des gens qui viendraient d'ailleurs et qui auraient cette compétence. Et pour les aider à monter en compétence aussi. Et on les fait monter en sous réserve qu'on résolve le petit problème que j'ai traité tout à l'heure, qui est celui de la différence entre le RSA et le SMIC. Tant que l'écart entre le RSA et le SMIC sera celui-là, on aura des difficultés. Nicolas, dernière petite question quand même peut-être. Est-ce que une immigration réussie passe par forcément une immigration choisie, à l'image de ce qui peut être fait par exemple au Canada ou en Australie ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la capacité à choisir l'immigration reçue, à la fois selon les motifs d'entrée, motifs économiques, motifs familiales, et selon aussi les pays d'origine, parce qu'on se rend compte que sur 2 à 3 générations, il y a des écarts de trajectoire d'intégration très fortes entre les populations immigrées selon leur région de provenance. Pour vous citer une seule donnée,
les immigrés originaires d'Asie du Sud-Est, en France, Vietnam, Cambodge, Laos, ils ont un taux d'emploi de 75%. Les immigrés originaires d'Algérie, ils ont un taux d'emploi de 56%, donc 20 points de moins. Et ce taux d'emploi est encore plus bas à la deuxième génération, 49%. On pourrait multiplier les exemples de ce type-là. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, Jean-Baptiste, la capacité à choisir l'immigration, c'est un élément qui me semble pas forcément suffisant, mais nécessaire pour assurer une capacité d'intégration qui corresponde aux besoins de l'économie et aux capacités même d'absorption de la société d'accueil. Et la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne maîtrise qu'une part minoritaire de cette immigration. J'évoquais les 336 000 premiers titres de séjour. On a la main sur l'immigration étudiante, qui a une part à très forte valeur ajoutée et une autre plus contestable, parce qu'il y a des filières un peu universitaires, un peu médiocres, qui ne survivent que par l'apport continu d'étudiants étrangers. On a la main sur l'immigration professionnelle, mais dont on a pu dire qu'elle n'était qu'un titre de séjour sur 6, donc très minoritaire. Et tout le reste, l'immigration pour motif familial, l'immigration humanitaire, c'est-à-dire l'asile, c'est un champ sur lequel les politiques n'ont plus aucun degré de maîtrise. Et ce sont les champs d'immigration qui sont les plus intégralement décorrélés de la logique économique et des besoins des entreprises. Donc la responsabilité première du politique, c'est de retrouver une marge de manœuvre sur ces sujets. Ça se fait à court terme en réussissant à tarir certains facteurs d'attractivité spécifiques de la France pour une immigration qui n'est pas à but économique, les facteurs sanitaires et sociaux. La France est le seul pays d'Europe à avoir inscrit dans son droit le principe d'un droit opposable à l'hébergement. Donc vous voyez, c'est ce genre de mesures-là. Pourquoi le fait-on ? C'est une question. C'est un ensemble de mesures de court terme, mais plus structurellement, ça implique de pouvoir moduler les contraintes qui pèsent sur nous en matière, par exemple, d'immigration familiale ou d'asile. Et ça ne se fera pas sans réformer un certain nombre de dispositions internationales, notamment les traités européens. Ça ne se fera pas sans moduler la jurisprudence de nos cours suprêmes à nous, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. C'est un travail de longue haleine, mais si on veut vraiment reprendre la maîtrise de l'immigration, ce mot de maîtrise étant sur toutes les lèvres quand on parle de ce sujet, on ne fera pas l'économie de toucher à ce cadre-là. À partir du moment où on ne maîtrise plus rien, on parle beaucoup de maîtrise, c'est ça. C'est ça. Merci. Merci Nicolas En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Au nom du mouvement éthique, de votre participation et de votre conclusion très claire sur ce qu'il faudrait faire. Écoutez, merci Monsieur Le Floch-Prigent. J'en profite aussi pour remercier Éthique et Web Radio pour l'organisation de ce colloque qui était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci également Loïc Le Floch-Prigent d'être venu et d'avoir répondu gentiment à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très rapidement donc pour un prochain colloque. Merci de votre attention et à très vite. Salut. Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.